821 000 naissances dans la France entière, recensées au titre de l'année 2009 par l'État civil. C'est aussi, si l'on se place de l'autre côté du landau, plus d'1,5 million de parents en panique. Comment parvenir à l'épanouissement physique et moral des enfants en bas âge? À la fin du 19e siècle, la médecine se penche enfin sur le berceau des tout-petits. Désormais, des générations entières vont être élevées au lait des méthodes successives et souvent contradictoires, préconisées par la puériculture et la pédiatrie, rejointes ensuite par la psychanalyse. Des premiers pas titubants de cette nouvelle médecine jusqu'à aujourd'hui, retour sur un siècle d'histoire de la petite enfance. Les mémoires d'un bébé, tout de suite dans Infrarouge. De nos jours, les enfants font l'objet d'une attention, d'une affection inconnue autrefois. Pédiatres, éducateurs et psychologues ont fait évoluer le regard des parents. Car si depuis qu'il est apparu sur Terre, le bébé s'obstine à rester identique à lui-même, les adultes ne cessent de remettre en question les soins qu'ils lui portent. Alors, les enfants sont-ils pour autant plus heureux, mieux élevés? Les mères en promenade avec leurs nourrissons inauguraient en 1900 un XXe siècle à peine sorti des langes et déjà rebaptisé siècle de l'enfant. Il serait aussi celui du cinéma. Son inventeur, Auguste Lumière, se fait filmer aux côtés de sa femme et de leur fille Andrée en 1895. Ce repas allait faire le tour du siècle et ces images immortalisaient le premier souvenir des mémoires d'un bébé. Lorsque l'enfant paraît, tous les parents du monde s'émerveillent et s'inquiètent à la fois. Saurons-nous l'élever? Isolés dans de grandes villes, éloignés de leur famille, les jeunes parents cachent mal leurs préoccupations, partagées entre le désir d'apprendre et la crainte de mal faire. Ces jeunes parents se retrouvent penchés sur leur bébé. Ils ont beaucoup lu pour beaucoup plein de choses sur Internet et autres. Donc ils sont remplis d'informations contradictoires forcément. Surtout, ils sont vraiment très seuls. Les spécialistes se sont si souvent contredits par le passé que les jeunes parents ont de quoi être perplexes. Au début du siècle, par exemple, on doit coucher les bébés sur le dos. C'est une erreur, corrigent les années 30. Bébé, ne le couchez pas sur le dos, mais de côté. Nouveau son de cloche. Couché sur le côté, il s'agite. Il est pour ainsi dire inquiet. Dès qu'on le place sur le ventre, il se calme, retrouve son équilibre et s'endort paisiblement dès sa tétée prise. Un siècle plus tard, la boucle est bouclée. Le bébé est de retour sur le dos après une révolution complète. Aujourd'hui, tous les médecins s'accordent à conseiller cette position qui a réduit de manière significative la mort subite du nourrisson. Comme on a dit tout et son contraire, ce à quoi on a abouti, c'est des parents complètement déboussolés. Avec les enfants, on fait ce que font les boursicoteurs ou les joueurs aux courses. T'as pas un tuyau? Tiens, achetez tel malheur, etc. Ah bon, vous avez ceci, vous avez cela? Autrefois, on se posait moins de questions. Les conseils, les soins au bébé se transmettaient de mère en fille. La puériculture était affaire de famille au temps de Georgine, l'arrière-grand-mère de ce petit Julien. Ah, dis donc, c'est mon ancien temps, ça. C'est mon ancien temps. Est-ce qu'élever un enfant était plus simple du temps de nos grands-mères? Nous allons mettre en regard l'expérience des mères d'hier et de celles d'aujourd'hui en suivant les premiers mois de 2 enfants nés à quelques jours d'intervalle. Le premier bébé est né à Paris, elle se nomme Tiphaine. Sa grand-mère l'attendait avec impatience, ses 2 frères avec curiosité.
second bébé est un garçon. Il a vu le jour en province, il se nomme Julien. Lui a déjà une grande sœur qui s'appelle Léna, elle a 3 ans. C'est Estelle qui les a mis au monde. Elle est professeure de lettres à Amiens. Leur père, Jean-Pascal, est rédacteur au Conseil régional de Picardie. Un petit paresseux. Un petit paresseux. L'arrière-grand-mère de Julien, Georgine, a 87 ans. Georgine a grandi près de Compiègne. 2 heures avant sa naissance, sa mère était encore au travail, à l'étable. C'était en 1922. À l'époque, un accouchement dans un hameau isolé, sans téléphone ni automobile, n'était pas sans risque. Le temps d'aller prévenir le médecin, il est souvent trop tard. Il faut faire avec les moyens du bord. Des fois, c'est pas toujours un docteur, c'était une femme dans le pays qui faisait ça. Hein. Une femme de fortune. Une femme qui s'y connaissait et puis qui venait, si c'était un moment imprévu, qu'il n'y avait pas de docteur ou autre. Hein. Personne n'allait à l'hôpital pour accoucher. Hein. Bien dire, il y avait beaucoup de femmes qui mouraient hein, à ce moment-là. Hein. Oh, c'était dur. Disons, quand on repense à tout ça, on ne pourrait plus vivre ça. L'existence est dure en Picardie, dévastée par la guerre de 14. Les femmes, comme les hommes, n'ont pour gagner leur vie qu'un horizon de champs de betteraves. La grand-mère de Julien vit dans un logement sans chauffage ni électricité. L'eau, il faut aller la chercher au puits, chez un voisin. Un nouveau-né à l'époque, dans des maisons sans confort, c'est une servitude de chaque instant. Une baignoire qu'il faut flamber pour la désinfecter, des bains quotidiens, de l'eau qu'on doit puiser avec des seaux et faire chauffer sur une cuisinière, et un nombre incalculable de couches à laver. Il fallait laver le linge à la main. Donc avant de partir à l'école, parfois j'allais accrocher des couches dans le jardin, elles gelaient dans mes mains. Et puis il n'y avait pas que les couches, il y avait les bavoirs, il y avait les langes, qu'on les langeait. Peu à peu, on est devenu attentif à la propreté, à l'hygiène du bébé. Pendant très longtemps, jusqu'à la fin du 19e siècle, on pense qu'il faut garder la saleté sur les enfants. Que la morve c'est bon, que les croûtes de lait c'est bon, ça les protège. Bref, il n'est pas nécessaire de laver les enfants. Le proverbe assure, plus les enfants sont sales, mieux ils se portent. On craint qu'ils n'attrapent froid à l'occasion d'un bain. Il faut que le bébé soit toujours au chaud. Non seulement il est dans un maillot, mais dans des couvertures, mais près de la cheminée. Enfin, il étouffe ce pauvre bébé, hein. Allez, loulou. Il faut attendre les années 70 et la révolution des couches jetables pour libérer la mère comme le bébé. Jusque-là, on devait démailloter et remmailloter entièrement un enfant chaque fois qu'on le changeait. Michel, la grand-mère, se revoit pratiquer ces gestes plusieurs fois par jour. Alors, vous me le soulevez bien, si vous voulez. Voilà. Alors, il ne va pas être assez large, peut-être. Oui, non, mais bon, c'est... Mais ça fait rien. Alors, voilà, on mettait ça autour du bébé, comme ça. On mettait des épingles, comme ça. On repliait, comme ça. Et il avait les pieds cachés pour toute la nuit. La fonction première de l'emmaillotage était de redresser les jambes des bébés arqués à la naissance. Ces membres arqués faisaient que on avait le sentiment qu'ils allaient le rester. Et ils le restaient souvent. Pourquoi le restaient-ils? Parce qu'on ne savait pas qu'il était important qu'un bébé reçoive de la vitamine D. Et comme il ne recevait pas de vitamine D, il développait un rachitisme, c'est-à-dire des os mous qui, sous le poids, faisaient que les jambes étaient arquées. Il paraît à peine humain à des parents d'aujourd'hui d'avoir ainsi emprisonné les bébés. Désormais, les petits-enfants peuvent gigoter, sont libres de leurs mouvements. Voici donc Tiphaine, née à quelques jours de Julien, et voici Soisic, sa maman. Tiphaine a un grand frère de 5 ans qui se nomme Titouan. Le second, c'est Mathurin, dit Matou. Leur père Antoine encadre des forces de vente en région parisienne. À la clinique, Mathurin a tenu à faire, comme son papa, des photos de sa petite sœur le jour de sa naissance. Des images qui ont pris place dans l'ordinateur de maman aux côtés de l'album de famille d'Antoine. Difficile de deviner sous les traits de ce bébé leur arrière-grand-père Victor, si jeune et si vieux à la fois.
Victor est né en 1890 à Lyon, dans cette ville précisément, où les frères Lumière filment ses enfants qui lui ressemblent comme des frères. Garçons ou filles sont habillés à l'époque de cette manière, de petites robes bien pratiques, en attendant l'âge de la propreté. Victor a 10 ans en 1900. Sa maman lui a donné 2 sœurs, Yvonne et Marthe. Les bébés, nés en ce début de XXe siècle, ont de meilleures chances de survie et surtout accoucher n'est plus synonyme de chronique d'un drame annoncé. Pasteur et Semmelweis ont éradiqué les infections puerpérales. C'est la belle époque. Les femmes ne perdent plus la vie en la donnant. La belle époque s'achève en 1914. Victor, l'arrière-grand-père de Tiphaine, qui sort de l'école de cavalerie de Saumur, rejoint son escadron sur le front. La guerre va marquer un tournant pour les mères, comme pour les enfants. Certains font connaissance avec la crèche, qui tente à remplacer les nourrices du siècle précédent. Des constructeurs d'armement ont créé ces lieux d'accueil dans les usines. Toutes les 3 heures, les ouvrières sont autorisées à quitter leur atelier pour la pause allaitement. Si la nourriture au sein reste courante dans les classes populaires, elle perd du terrain dans les milieux plus favorisés. Donner le sein en public passe pour une pratique vulgaire, pour ne pas dire animale. Cette désaffection pour l'allaitement naturel va durer plus de 50 ans. C'est pas forcément à l'horizontale, c'est à hauteur du sein, sa bouche à hauteur du sein. De nos jours, près de 60% des nouveau-nés sont nourris au sein à la sortie de la maternité. Oui, mais généralement, je la raconterai qu'une fois la leçon d'allaitement. Vous allez pincer le bout de votre sein et vous allez amener sa tête sur votre sein. D'accord? On est bon? Ok. Estelle, la mère du petit Julien, né par césarienne, souffre de sa cicatrice. La puéricultrice lui enseigne des positions d'allaitement plus confortables pour la première mise au sein. Mais rien ne lui aurait fait renoncer à nourrir son fils. C'est une relation très forte entre la mère et l'enfant, quoi. Et d'ailleurs, le papa s'en est ressenti, parce qu'il s'est senti quand même un peu à l'écart. On est maman, mais en fait, il faut quand même aussi qu'on reste femme. Donc c'est pour ça aussi que moi, je ne souhaitais pas allaiter Julien trop longtemps. J'ai pas honte de le dire, je peux pas être mère en train d'allaiter et femme en même temps. C'est pas possible. La petite Tiphaine, elle, sera élevée au biberon. Sa maman Soisic a décidé de rompre avec ses maternités précédentes. Elle ne nourrira pas sa fille au sein. Tiens, tu veux que je te la passe? Parce que je pense qu'elle voudrait la fin de son bibi. Je me suis sentie un petit peu oppressée et là, j'avais pas du tout envie pour Tiphaine. J'avais envie de me sentir un peu plus libre. Et peut-être aussi du fait que ce soit la 3e, avoir un peu plus de temps justement à donner pour Titouan, pour Mathurin. Parce que c'est vrai que à l'été, c'est un peu non-stop. Donc moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup aimé, l'allaitement. Le biberon, aujourd'hui si répandu, a eu pourtant très longtemps mauvaise réputation. Il est encore qualifié de tueur d'enfants au début du XXe siècle. Il parvient à entrer dans les mœurs autour de 1910, lorsqu'on découvre qu'il faut le stériliser, comme le lait. Peu importe lequel, d'ailleurs. Moi, je sais que j'ai été élevée avec du lait de chèvre, parce que mes parents avaient 2 chèvres. C'est pour ça que je sais que j'ai été élevée avec du lait de chèvre. Mais je ne peux plus le sentir, le lait de chèvre. Avec la fin de la guerre, la protection des tout-petits se développe. Partout s'ouvrent des dispensaires. Les soins aux nouvelles générations sont une priorité nationale après l'hécatombe de 14-18. Même l'école publique est chargée de dispenser des cours d'hygiène du bébé. Un enseignement destiné aux jeunes filles, futures épouses et mères. Des leçons néanmoins qui ne s'aventurent à évoquer ni la conception de l'enfant, ni l'éducation sexuelle. Une loi de 1920 interdit toute référence à la contraception. Même le cinéma est chargé de porter jusqu'au fond des campagnes la bonne parole hygiéniste.
Madame, un bébé ne doit boire que du lait et de l'eau pure. Ce qui peut faire sourire aujourd'hui était source d'anxiété à l'époque. Un enfant sur 2, admis à l'hôpital à Paris en 1920, n'en sortait pas vivant. Pour les bébés, le simple rhume était quelque chose de dangereux. Les mères vous couvaient, elles vous couvraient avec des cache-nez et des trucs pour n'attraper pas de rhume, mais elles avaient raison, c'était des vrais dangers. Je suis très frappée de voir que même un muguet, qui est une espèce de petit champignon qui se met dans la bouche d'un bébé et qui est une affection aujourd'hui extrêmement banale, était, jusque dans les années 30, voire 40, une infection mortelle pour certains enfants. Cette impuissance face aux maladies infantiles, Robert Debré, fondateur de la pédiatrie française, l'évoquait 50 ans plus tard. Dans ma jeunesse, il y avait des méningites tuberculeuses, toujours mortelles, en 3 semaines, qu'il y avait des diphtéries avec des croupes, véritablement, j'ai des souvenirs effroyables de nuits d'internes de garde à l'hôpital des enfants malades avec des enfants qui arrivaient étouffants, qu'il y avait des scarlatines malignes qui tuaient en 24 heures. J'ai vécu une période d'appel angoissé aux médecins. Et notre succès, si j'ose dire, était d'écarter l'angoisse. Dire non, non, ça n'est pas une méningite, c'est un petit mal de tête, ne vous souciez pas. On était considéré comme un sauveur pour avoir dit cela, car on sauvait d'une angoisse terrible. Faute de guérir, on commence à savoir prévenir grâce à la vaccination dans le cours des années 20. Ce sont les dispensaires qui vont être chargés de diffuser ces vaccins au fur et à mesure qu'ils font preuve de leur efficacité et de leur innocuité. Vous êtes venu faire poser le bébé, non? Oui, si je suis venue... La PMI, protection maternelle et infantile, est aujourd'hui l'héritière des préoccupations des années 30, des consultations pour nourrissons. Encore un petit peu difficile. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'ils vont sans doute s'apercevoir que... Les principes sont restés les mêmes qu'à l'époque. Soisic fait contrôler tous les 15 jours la courbe de poids et de croissance de Tiphaine. Bonjour. Alors, comment ça va? Venez. Dis donc, t'as beaucoup changé. Tu t'es bien arrondi depuis la dernière fois. On vaccine toujours contre le tétanos ou la diphtérie, mais aussi désormais contre la poliomyélite, la coqueluche, les oreillons. Je vais vous donner les pansements. D'accord. Fort heureusement, la majorité des fléaux qui préoccupaient l'entre-deux-guerres ont été enrayés. L'un d'entre eux a longtemps tenu la médecine en échec, la tuberculose. La seule arme dont on dispose encore à l'époque contre cette maladie, c'est le soleil et le grand air, au point que commence à se développer la pratique, au beau jour, de la classe en plein air. Sans oublier contre le rachitisme, la distribution généreuse d'huile de foie de morue, source de vitamine D. La tuberculose n'est pas héréditaire mais se transmet par contagion. C'est ce que vont démontrer Léon Bernard et son confrère Robert Debré. Ça a été un des objectifs fondamentaux de mon grand-père, de faire comprendre que le niveau social, les taudis, la promiscuité, c'était des facteurs d'infection et qu'on ne pouvait pas simplement se contenter d'un traitement avec des médicaments. Il faut faire disparaître ces taudis qui entourent la capitale. En attendant, afin d'écarter un risque de contagion entre les mères tuberculeuses et leurs enfants, Robert Debré crée une œuvre assurant, comme on dit à l'époque, l'élevage des nourrissons à la campagne. On espérait qu'en isolant les enfants, ils n'attrapent pas la tuberculose. Et si jamais ils étaient contaminés, les conditions de vie faisaient qu'ils pouvaient peut-être guérir de cette primo-infection qui s'éteignait toute seule. À l'époque, on songe avant tout à sauver l'enfant. Face à cette priorité vitale, séparer le nouveau-né de sa mère paraît secondaire. Pourtant, l'Amérique commence à se préoccuper de ce qui se passe dans la tête d'un enfant et qu'on appelle l'hygiène mentale. Pavlov, qui a montré l'importance des réflexes conditionnés chez le chien, poursuit ses expériences sur l'enfant. Il cherche à prouver que tout apprentissage, toute éducation repose sur des automatismes. Ça partait d'un postulat, tout s'apprenait comme une sorte de machine
comme le chien de Pavlov, qui entendant une clochette se mettait à sécréter du suc gastrique, ce qui est probablement vrai, mais à partir de cette vérité partielle, on généralisait jusqu'à l'absurde et on disait voilà ce qu'est le psychisme. Cette conviction est partagée par les Watson, un couple de chercheurs américains qui travaillent sur les réflexes conditionnés du bébé. Ils cherchent à montrer que la majorité de leurs peurs sont acquises à l'occasion d'expériences douloureuses, de traumatismes. Ils vont tenter de créer une phobie chez un enfant. L'expérimentation a lieu sur un orphelin nommé Little Albert. L'enfant, qui a été traumatisé par un bruit violent aux côtés d'un chien, va par la suite se mettre à pleurer en présence de tout ce qui porte fourrure, lapin ou souris. C'était de la recherche pure, ça c'est sûr. À la limite, sans prendre en compte ce qu'on faisait au sujet, ce qui pour nous maintenant a quelque chose d'assez intolérable. Mais c'est quand même vrai qu'on se construit en partie à partir de réflexes conditionnés, pas imposés par les autres, mais que l'expérience quotidienne impose au bébé de soi-même. Il sait que s'il fait telle chose, il va se passer tel truc, il l'apprend et il ne le fait plus. Pour la première fois dans les années 30, l'enfant quitte les bras de sa mère pour rejoindre ceux de son père. Une école de puériculture à l'intention des papas ouvre ses portes à New York. Un poupon de celluloïd est placé dans les mains des débutants qui, avec une certaine gaucherie, mais aussi avec beaucoup de soin, apprennent à baigner puis à emmailloter bébé. Quant à placer l'épingle de sûreté à la bonne place, voilà qui demande plus d'une leçon. Mais aussi, quelle fierté lorsqu'ils recevront diplôme et décoration. C'est une puériculture plus sérieuse qu'enseigne l'université de Yale. On a entrepris d'y étudier scientifiquement le développement de l'enfant. Arnold Gesell consigne les progrès du bébé au fil des mois. Quelles sont ses aptitudes en fonction de son âge? À quel moment apparaissent le sourire, la marche, la parole? Il filme et il photographie le développement de l'enfant, de la naissance jusqu'à 3 ans. Il compare ici l'évolution d'un même bébé entre son 6e et son 7e mois. De ces observations, Gesell tire ce qu'il nomme un atlas du développement qui consigne les apprentissages et les aptitudes de l'enfant semaine après semaine. Gesell note qu'un bébé de 4 mois reconnaît sa mère, fait 3 siestes par jour, qu'il est capable de saisir des objets. À 12 mois, il commence à se dresser sur ses jambes et ne boit plus au biberon. À 24 mois, il mange avec une cuillère et manifeste ses préférences en matière d'alimentation. Il a été tellement précis, presque trop, que l'effet pervers de cette histoire, qui sur le plan scientifique était assez intéressante et nouvelle, c'est que ça a créé des normes de développement. L'ouvrage de Gesell reste encore une référence pour beaucoup de mamans 3/4 de siècle plus tard. Si on voit que son enfant est, on va dire entre guillemets, dans la norme, c'est-à-dire que ce qui nous est décrit dans le livre, on le voit effectivement à la maison, bon, forcément ça va nous rassurer parce qu'on se dit tiens, mon fils est dans la normalité ou ma fille est dans la normalité, entre guillemets, mais c'est vrai que ça peut être aussi assez stressant parce que bon, je veux dire, chaque bébé est différent et puis donc l'évolution d'un bébé, enfin il y a des bébés qui sont plus ou moins en avance, hein, c'est comme pour la marche, il y en a qui marchent à 1 an, d'autres à plus tard, à 13-14 mois, donc non, ça peut aussi faire peur parce qu'on peut se dire bon ben voilà, ça y est, on peut s'inquiéter peut-être pour rien. On met la crème? Oui. Petit massage. Petit massage. Ouh, c'est bien. Oh oui, bien. La toilette du bébé devient quotidienne. Les années 30 encouragent l'hygiène et en particulier celle du nouveau-né. Avec l'apparition d'une puériculture scientifique, le discours médical commence à supplanter l'instinct, à bousculer les habitudes des mères. Les professionnels mettent l'accent sur des soins physiques, souvent au détriment des relations affectives. Les consignes sont strictes. On ne doit plus bercer les enfants, on ne les nourrit qu'aux heures réglementaires. À tel âge, le bébé doit boire tant de grammes de lait par jour. On surveille ses prises de poids par des pesées avant et après chaque tétée. Comme il doit acquérir de bonnes habitudes de bonne heure,
il est impératif de le mettre sur le pot à heure fixe. L'hygiène était au premier plan. On faisait des progrès scientifiques faramineux et il fallait calibrer les bébés comme on calibre maintenant les tomates. Donc quand vous voyez ces images de puériculture des années 20-30 où ils sont tous alignés en randonnion, bien emmaillotés et tous pareils, parce qu'il y avait une façon de faire qui était la bonne pour tous les bébés. C'est le temps de la standardisation, de la vitesse. À la fin des années 30, les nations se défient. On commence à se mesurer en termes de production économique, d'industrie lourde, de puissance militaire. On se mesure aussi en termes de population, de nombre d'habitants. Parallèlement à la course aux armements, s'engage une course aux naissances sous l'influence des gouvernements d'Allemagne, d'Italie, du Japon. Dans le domaine des naissances, la France est en retard sur les régimes autoritaires et lance des cris d'alarme. SOS, SOS, les nouvelles alarmantes circulent. Une calamité s'est abattue sur nous. Elle prend les proportions d'un cataclysme. De graves dangers pèsent sur la France. Voici le tableau de la natalité de la France comparé à celle des autres grandes puissances. Le spectacle de la force qui impose la paix et que la force d'une nation est dans le nombre de ses enfants. Pour que la France vive pacifique, libre, heureuse et forte, favorisons la natalité. Victor, l'arrière-grand-père de Tiphaine, a-t-il partagé cette crainte de nombreux Français? Le fait est qu'au cours des années 30, la famille de cet ancien officier s'élargit. Chaque année, un nouvel enfant voit le jour. Ils seront 7 en tout. À la veille de la guerre, c'est la naissance de Bonne Maman, la grand-mère de Tiphaine. C'est l'époque où s'installe à Paris le docteur Françoise Marette, connue plus tard sous le nom de Françoise Dolto. Elle vient de publier une thèse remarquée, psychanalyse et pédiatrie. Elle y met en avant le rôle de l'inconscient dans certaines pathologies enfantines. L'étude de l'inconscient des enfants peut aider certains pour lesquels on n'a pas de moyens. Et je pensais bien que si on étudiait, comme Freud avait étudié le petit Hans, on découvrirait dans l'inconscient des motivations qui expliqueraient les blocages qu'il y avait. Dolto est une pionnière. Dans ces années-là, on ne compte qu'une douzaine de psychanalystes en France et presque aucun ne s'intéresse à l'enfance. Elle a acquis très tôt la conviction que, faute de mots, c'est à travers le dessin que les enfants peuvent exprimer leur angoisse et soulager leur souffrance. Peu après la déclaration de guerre, Françoise Dolto, qui consulte à l'hôpital, commence à noter des réactions émotionnelles chez les enfants, en particulier ceux dont le père est prisonnier des Allemands. Quand les enfants apprenaient que leur père était prisonnier, alors les garçons étaient réglés, tous pipi au lit, du jour au lendemain. 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, pour ne pas prendre la place du père géniteur, puisqu'il n'y en a pas. Ce dysfonctionnement de leur corps, ça ne pouvait pas ne pas faire réfléchir un psychanalyste. Comme toutes les femmes médecins à l'époque, elle est réquisitionnée pour participer aux opérations de protection civile auprès des enfants. On a mis au point des scaphandres pour protéger les plus petits des bombardements par gaz asphyxiant. L'expérimentation de ces équipements se révèle angoissante pour beaucoup d'enfants. Comme on ne peut imaginer de faire porter de masque aux bébés, ils sont enfermés dans des caissons étanches et descendus dans des caves au moment des alertes.
C'était tellement traumatisant qu'en quelques jours, les gens chargés de la préfecture de Paris ont décidé qu'aucun enfant de moins de 12 ans ne resterait à Paris, que toutes les écoles étaient fermées et toutes les consultations d'hôpitaux d'enfants. Tous les enfants étaient envoyés hors Paris. Alors j'ai vu de près à ce moment-là des choses qui n'étaient pas dues à la névrose mais aux événements qui rendaient un enfant fou. Ces enfants étaient tous traumatisés d'avoir été séparés en 2-3 jours de leur mère, avec un petit baluchon, ils n'avaient pas de linge suffisant. Enfin, ça a été une période dramatique pour beaucoup d'enfants de France. La guerre va faire prendre conscience de douleurs ignorées jusque-là, les traumatismes psychiques de l'enfant. Entre deux alertes, Georgine, qui est enceinte, se marie à Beauvais. L'arrière-grand-mère de Julien vient d'avoir 18 ans. Son jeune époux, René, mobilisé, doit partir au loin. En juin 1940, l'aviation allemande rase entièrement Beauvais. Georgine, qui tente de se réfugier chez sa mère, se retrouve prise sous ce bombardement. Ma grand-mère, au moment de la guerre, était enceinte de 3 mois. Et donc, la maison a été bombardée. On est allé chez une voisine, se cacher dans la haie. Une bombe est tombée juste à côté d'elle. Elle est tombée à côté du chien et moi, j'ai juste eu le temps de m'accouver. J'avais 9 morts, 9 personnes dans un cambrai de morts derrière moi. Ses blessures soignées, elle rejoint un train sanitaire qui est bombardé à son tour. Cette jeune femme enceinte s'en sort miraculeusement. Je me disais, je vais avoir une gamine, elle sera complètement folle, hein, c'est pas possible. Hein. Nicole, la petite fille que Georgine mettra au monde à la fin de l'année, ne gardera pas de séquelles de cet été 1940. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de nourrissons et d'enfants victimes de la guerre. Des études ultérieures démontreront l'impact de ces traumatismes même sur le fœtus. Maintenant, on se rend compte que les dernières semaines de la grossesse, un enfant partage fortement les émotions de sa mère. Les bébés ont ressenti tout ce stress autour d'eux, de leur mère, mais pas seulement de leur mère. Ils ont entendu les bombes, ils ont senti l'ambiance générale, ils se sont retrouvés dans les caves. Dans les pays en guerre, lorsque la mère souffre d'un syndrome psychotraumatique, le bébé qu'elle met au monde, qui génétiquement est sain, biologiquement est sain, eh bien parce que la mère a été stressée par la guerre, son bébé aura un poids de 50% inférieur à la population générale, un périmètre crânien de 24% inférieur à la population générale, et dès sa naissance, il aura une atrophie des 2 lobes préfrontaux. Le bébé démarre un développement biologique très handicapé. Si les bébés nés à cette époque ont été marqués dans leur développement biologique, leur avenir n'est pas fatalement compromis. Ils sont nés dans l'insécurité, qui était l'insécurité générale. Alors ça ne va pas forcément faire des gens qui vont souffrir toute leur vie. Si on entoure la mère, bien sûr, psychologiquement, affectivement, et si on entoure l'enfant sensoriellement, touché, parler, gronder, stimuler, rire, etc., on se rend compte que la plupart de ces enfants très retardés à la naissance, à l'âge de 9 ans, ont pratiquement rattrapé la population générale. Les recherches menées après-guerre confirment l'importance du psychisme sur la santé et l'équilibre de l'enfant. On commence à pressentir que la demande d'un bébé ne se limite pas à ses besoins vitaux, manger, boire, dormir. Un enfant exige autant d'attention et d'amour que de nourriture. C'est le psychanalyste américain René Spitz qui va en apporter la preuve. En 1946, Spitz installe une caméra dans cet orphelinat californien pour observer le développement des enfants. Il filme ces bébés, élevés dans des conditions matérielles parfaites, mais privés de présence maternelle. Spitz les compare à d'autres enfants élevés auprès de leur mère. Durant les 2 premiers mois, les enfants se développent de manière identique. Le sourire du docteur Spitz déclenche le sourire de l'orphelin, comme de l'enfant élevé par sa mère. À l'âge de 8 mois, les différences se font sentir.
Un masque et des chiffons provoquent la curiosité du bébé élevé par sa mère, tandis que l'orphelin reste à peu près indifférent. Il a déjà régressé et n'est guère plus éveillé qu'un bébé de 3 mois. À 15 mois, la comparaison est encore plus accablante. Le premier est capable de jouer, de communiquer, tandis que l'orphelin se replie dans une attitude de refus du contact. Il a perdu du poids et ses faibles défenses immunitaires le laissent à la merci de toutes les infections. La conséquence, c'est que ces enfants victimes de ce qu'il nommera l'hospitalisme ont un taux de mortalité très supérieur à la moyenne. Des enfants en détresse, la France qui sort de la guerre n'en manque pas. Au lendemain de la libération, un enfant sur 10 meurt avant sa première année. Le ministère de la Santé décide de créer une spécialité, celle de médecin pédiatre. Il s'agit de lutter contre les ravages de la tuberculose, du rachitisme et des carences alimentaires. Dans le même temps, des psychologues, des psychiatres se penchent, comme leurs confrères anglo-saxons, sur les souffrances d'enfants arrachés brutalement à leurs repères, à leur famille. Geneviève Appel est l'une d'entre eux. Elle tourne ces images d'enfants en très grande difficulté, recueillies par l'assistance publique. Son film va déclencher prise de conscience et polémique dans le milieu médical. Il y avait l'idée de filmer le comportement étrange de ces enfants pour essayer de comprendre mais de quoi est-ce qu'ils souffraient, avec des signes de violence très fréquents tout le temps comme ça. Dans un univers à la fois de prostration et de violence. Il y en a qui restent dans des postures où on les place, enfin des choses que je ne pouvais pas imaginer. C'est aussi difficile d'entrer en contact avec certains d'entre eux. Quand on essaye de le faire, souvent ils deviennent violents ou en tout cas terrorisés. Et quand on y parvient, alors du coup, on ne peut plus se séparer d'eux. Enfin, j'ai vécu ça comme extrêmement, extrêmement violent. Enfin, je me souviens, je pleurais dans le métro en rentrant et je me disais, c'est pas possible, je ne pourrais pas revenir demain. C'était vraiment extrêmement dur. Ces enfants souffraient dans leur grande majorité de ce que René Spitz avait décrit sous le nom d'hospitalisme. Ils avaient été privés plus ou moins longtemps de soins maternels. Jenny Aubry, chef de ce service, constate que certains troubles dus à la séparation peuvent être adoucis par une humanisation des soins. Mais le pas décisif sera franchi par la psychologue Myriam David. Elle propose d'expérimenter la psychothérapie sur quelques cas difficiles, comme Sabine, 4 ans, privée très jeune de sa mère et qui n'a connu dans sa courte vie que des institutions et des hôpitaux. Elle se balance sans cesse et s'arrache les cheveux par poignées. Mais c'est d'abord Monique, 2 ans, que Geneviève Appel tente de faire sortir de son isolement par une psychothérapie. Elle est arrivée avec le terme irrécupérable Fondation Vallée, qui à l'époque était un peu un mouroir pour des enfants très abîmés. Et au cours de l'examen, où j'ai rien pu faire sur le plan du test, cette petite fille a eu un regard tellement vivant, tellement pathétique que bon, c'était pas possible de la renvoyer comme ça. Monique, élevée en institution, a été retirée à une mère démente qui tentait de l'étouffer en l'allaitant. Elle va être suivie pendant 1 an par Geneviève Appel. Au début, elle est incapable de sortir d'elle-même. Elle se réfugie dans une position de fuite à plat ventre. Toute stimulation directe est refusée. Et quand on insiste, on déclenche une panique effrayante. Ça, c'est vous? Oui, et ça, c'est avant la psychothérapie. 1 mois plus tard, elle accepte brièvement le contact avec sa thérapeute.
Elle est encore très lointaine et elle se cajole contre le mur, mais elle n'ose pas venir vers moi. Tout le début était simplement qu'ils acceptent votre présence et qu'ils acceptent presque d'être touchés. D'ailleurs, c'était pas nous, enfin, c'était pas moi qui les touchais, c'est eux qui venaient vers moi. Et je les accueillais quand ils venaient, et avec une prudence de ne jamais aller plus loin que ce qu'ils étaient. Et ça, vous le sentez à la manière dont l'enfant se raidit, se rejette, détourne la tête. Et donc c'était... Il y avait du verbal et il y avait beaucoup d'infraverbal, de préverbal. Alors, si vous voulez, Dolto, en voyant ces images, a beaucoup insisté sur les ajustements corporels entre elle et moi, sur la manière dont je la soulève, sur la manière dont je la prends, dont je la tiens comme ça. C'était ça qui l'intéressait. C'est ça le non-verbal. Peu à peu, Monique s'apprivoise. Elle observe les jeux que Geneviève Appel lui propose. Elle se laisse aller à être cajolée. Après 12 mois de psychothérapie, la petite fille a fait des progrès très visibles. Elle commence à s'ouvrir aux autres. Alors ça c'était fantastique par rapport au départ. Qu'elle puisse supporter ça et retourner en redemander, c'était... Le but de ce film, c'était de dire, écoutez, ils ne sont pas tarés, c'est nous qui les avons rendus comme ça, et regardez, ils peuvent être normaux, et de se tourner vers la prévention. Et d'ailleurs, moi, après, ce qui m'a intéressé, c'était la prévention. Arrêtons ce massacre. Dans les années qui suivent, l'assistance publique prendra en compte cette expérience dans l'accueil des enfants qui lui sont confiés. Néanmoins, certains enfants gardent la trace de ces traumatismes du jeune âge. Il semble que ce soit le cas de Monique. On s'est un petit peu demandé qu'est-ce que la petite avait vécu pour jouer ce genre de scène. Ses rapports de soumission avec sa camarade Catherine trahissent une tendance à l'autopunition chez Monique. Une fois qu'un enfant a été maltraité, si c'est ça le mode de relation qu'il connaît avec un adulte, il va avoir tendance à le répéter. On appelle ça le masochisme, qui nous fait répéter des choses, même des choses qui nous ont fait souffrir. C'est-à-dire qu'un enfant, ce qui l'angoisse surtout, c'est ce qu'il ne connaît pas. Et parfois, pour lui, il vaut mieux s'accrocher à ce qu'il connaît, même si c'est quelque chose qui l'a fait souffrir, plutôt que de tenter de s'aventurer vers de l'inconnu prometteur peut-être, mais de l'inconnu. L'angoisse de l'inconnu est plus forte que la douleur du connu. À sa naissance, le bébé doit éveiller l'affection des adultes. C'est une question de survie pour lui. Il a besoin du contact et de l'amour des autres. Ce besoin d'amour a été mis en évidence par le psychanalyste anglais John Bowlby. C'est ce qu'il a appelé la théorie de l'attachement. Pour Bowlby, l'amour est un besoin aussi primaire et fondamental que boire, manger, respirer, vivre. Pour élaborer sa théorie de l'attachement, Bowlby s'est inspiré des recherches sur le comportement animal, une discipline nommée éthologie. Nous nous trouvons face aux bébés dans la situation des éthologues face aux animaux. On n'a pas le langage de l'animal et le bébé n'a pas encore le langage de l'homme. Des recherches qui tentent d'établir un parallèle entre le développement du bébé et celui de l'animal ont été entreprises dès l'entre-deux-guerres par Kellogg, un chercheur de Floride. En 1931, il étudie les apprentissages en plaçant dans des conditions identiques un chimpanzé et un enfant de 18 mois. Il cherche à prouver que Gua, une guenon, élevée dans les mêmes conditions que son fils Donald, peut acquérir les mêmes connaissances que lui. Rien ne diffère dans les soins, ni dans l'éducation qu'ils reçoivent. On leur apprend à manger, à boire, parfois ils sont punis. Durant 9 mois, l'enfant et le singe d'1 an et demi
recevront cette éducation uniquement par le biais de la parole. Il s'agissait de comparer, dans une optique darwinienne, le développement d'un singe et le développement d'un enfant. Et on constatait que le singe se développait mieux que l'enfant sur le plan physique, bien sûr. Sur le plan intellectuel, il arrivait à résoudre des problèmes bien avant un bébé, un de nos enfants. À âge égal, le singe est plus vif et assuré que son camarade humain. La guenon, si elle est plus jalouse, présente moins d'inhibition. Goi est plus agressive avec de petits animaux comme le chat. Mais nettement moins téméraire en présence de plus forts qu'elle. La partie la plus troublante de l'expérience consiste à leur demander oralement de désigner des parties de leur corps. Ici, montre-moi ton nez. À cette époque-là, on cherchait à faire des méthodes comparatives entre les enfants et les animaux, puisqu'on considérait que les enfants étaient des animaux tant qu'ils ne parlaient pas, et que moi j'ai appris en médecine et en psychologie que tant qu'un enfant ne parle pas, il ne peut rien comprendre, ce qui est totalement absurde. Maintenant, on sait que les bébés comprennent des tas de choses bien avant la parole. Oh bah c'est un peu grand. Les bébés comprennent très tôt, par exemple, s'ils sont en présence de leur mère ou d'un étranger. Bonjour Julien. L'attachement du nouveau-né à ceux qui l'entourent est instinctif. C'est ce qu'a mis en évidence Konrad Lorenz, un phénomène baptisé empreinte chez l'animal et qui lui vaudra le prix Nobel. Il a démontré que si, le jour de leur éclosion, un homme s'occupe de petites oies cendrées qui viennent de naître, elles vont le prendre pour leur mère et l'adopter comme tel. Le poussin peut même aller jusqu'à s'attacher à un simple leurre qui représente sa mère. Cette expérience intrigue René Spitz. Il s'interroge. Comment réagirait un bébé face à un substitut de sa mère? Et il prend un leurre en carton et il fait deux traits horizontaux devant un bébé âgé de 3-4 mois. Le bébé ne répond pas. Il fait à ce moment-là les deux traits horizontaux, puis un trait vertical, le bébé répond un peu. Il fait deux traits horizontaux, un trait vertical, et il bouge le leurre en carton, et dans plus de 90% des cas, le bébé sourit. Il perçoit préférentiellement des informations sensorielles qui lui permettent de déclencher les premiers nœuds du lien de l'attachement. La théorie de l'attachement se verra validée par un couple de chercheurs américains, les Harlow. Ils étudient le comportement d'un petit singe rhésus orphelin. On lui propose deux mères de substitution. L'une en fil de fer, porteuse d'un biberon, l'autre simple peluche matelassée. Les chercheurs constatent qu'en cas de stress, provoqué ici par un jouet mécanique, le petit singe se réfugiera dans tous les cas sur la silhouette de peluche. Sans réduire le comportement humain à celui de l'animal, on constate que le bébé cherche lui aussi à s'agripper à sa mère par le geste ou le regard. Donald Winnicott, un psychanalyste anglais, explique que ce besoin d'attachement et de douceur se retrouve entre l'enfant et ses peluches. Il insiste sur l'importance de ce qu'il appelle en termes scientifiques un objet transitionnel et que tous les enfants ont baptisé doudou. Les doudous, c'est vrai qu'ils vont s'installer progressivement. Quand le bébé va grandir, le petit enfant, il va sentir qu'il a une autonomie et qu'il a besoin de la proximité de la mère. Donc cette proximité-là va être déplacée sur un objet de rassurement, de protection qu'il va devoir utiliser. Le doudou, c'est le compagnon des instants de fragilité, un refuge contre l'anxiété et la solitude. Ça va permettre en fait à l'enfant de contrôler cet objet, puisque quand sa mère s'en va, il peut quand même contrôler quelque chose qui la représente. Dans les années 60, le regard sur l'enfant change comme son statut. 8 millions de baby-boomers ont vu le jour en 10 ans. C'est l'éclosion de tout un marché.
grenouillères, petits pots, chauves biberons et la multiplication de nouveautés censées simplifier la vie des mères de famille. Les enfants ont désormais leur marque de layette, comme leurs émissions de télévision. Bonsoir mes chers enfants. Bonsoir. À l'heure du coucher, on commence à faire appel à un garde-bébé, un concept venu d'Amérique baptisé là-bas babysitter. Le tarif, oui, est de 250 francs par heure de garde. Si vous rentrez après l'heure du dernier métro, nous vous demanderons... À l'époque, les parents ne confient encore leurs enfants qu'à des étudiants en médecine, ayant reçu des leçons de perfectionnement sur simulateur. Bon, on suppose que votre bébé a bien vu son biberon. Qu'est-ce que vous faites du bébé? Eh bien, je crois qu'il faut que je le fasse roter. D'accord, comment? Si la garde du soir reste une exception, celle de jour devient un impératif au fur et à mesure que les mères entrent dans le monde du travail. Dans les années 60, beaucoup de crèches maintiennent les enfants dans leur lit une grande partie de la journée. Bien nourris, bien soignés, ils attendent, livrés à eux-mêmes. C'est l'époque où les découvertes des pionniers de la pédopsychiatrie commencent à se répandre dans les lieux d'accueil pour bébés. Des scientifiques ont montré que le cerveau d'un nourrisson se développait très rapidement durant les premières années. Lorsqu'il n'est pas suffisamment stimulé, on obtient les résultats dénoncés par Spitz. L'enfant se replie sur lui-même, s'éloigne des autres. Un bébé fait 200 000 synapses par minute pendant les premières années de sa vie. C'est-à-dire que ça synaptise la moindre information et circuité frayé, disait Freud. Un environnement riche en activités, en jeux, favorise donc le développement de ces connexions dans le cerveau du bébé. Elles lui permettent peu à peu de comprendre, d'apprendre, plus tard de penser. C'est dans ce but aussi que l'enfant est libéré de ses couches, de ses maillots. On cherche à développer ses sens, à favoriser sa liberté de mouvement, à encourager son autonomie. Les crèches, lieux de garde, deviennent aussi des lieux d'épanouissement de l'enfant. Bientôt, un nouveau moyen de stimulation sensorielle va susciter attraction et polémique. La natation pour les tout-petits. On les appelle les bébés nageurs. La place accordée au développement psychomoteur est une des grandes nouveautés de ces années 70. On les appelait des baby-boomers lorsqu'ils sont nés dans l'euphorie de l'après-guerre. Aujourd'hui, leurs petits-enfants les appellent papy ou bonne maman. La retraite leur donne du temps libre pour s'occuper de Léna, Tiffaine ou Julien. Tu racontes à ton papy? Ils ont profité du progrès, du confort, mais l'évolution des mœurs était encore à venir. De leur temps, une barrière sépare l'enfant de l'adulte. La conception du bébé doit rester un mystère pour les petits. Lorsque maman rentre de la clinique avec un petit frère ou une petite sœur, on n'ose pas lui demander d'où il vient. À cette époque-là, il n'était pas question de nous dire la vérité sur la façon de fabriquer, si j'ose dire, les enfants. Les questions de procréation étaient des choses qui étaient complètement occultées. Ça, c'était le grand mystère. On n'a jamais posé de questions. Non, on ne posait pas de questions. Hein. Les garçons, c'était dans les choux et les filles, c'était dans les roses. Maintenant, on fait vivre la grossesse aussi à un enfant qui est devant. Je pense qu'en ce temps-là, on n'en parlait pas. Les choses étaient beaucoup plus cachées. Mathurin et Titouan, eux, savaient parfaitement que grandissait en secret leur petite sœur dans le ventre de maman. On leur a dit assez rapidement, vers 3 mois à peu près. Donc, puis c'est vrai que pour un troisième, ça se voit relativement plus vite. Et ils ont tout de suite compris. C'était rigolo, Mathurin, il a commencé à vouloir regarder il est où ce bébé? Cette curiosité vis-à-vis de l'enfant à naître a de tout temps animé l'homme. Pendant très longtemps, le fœtus avait été objet de spéculation. On n'a fait connaissance avec la vie anténatale qu'à la fin des années 70. C'est l'apparition de l'échographie qui permet de faire brusquement reculer la frontière de l'inconnu, d'apporter des réponses aux scientifiques qui s'interrogeaient sur ce que le fœtus percevait du monde extérieur.
Il y a eu des chercheurs qui se sont intéressés à ce qu'entendait le fœtus. Et on a vu qu'il était tout à fait en communication avec ce qui se passait à l'extérieur du ventre de sa mère. L'expérience est réalisée en 1983. À la maternité de Roubaix, on pose un micro dans le corps d'une future maman et on observe les réactions du fœtus à l'écoute d'une symphonie grâce à l'échographie. Je vous propose de répéter des mots que je vais vous dire avec une voix normale, de telle sorte qu'on puisse comparer ce qu'on est en train de dire comme ça à l'air libre par rapport à ce qui passe dans l'utérus. Vous voulez bien? Oui, d'accord. Bien, alors vous répétez tout simplement le mot que je vous dis. Buée. Buée. Ride. Ride. Phoque. Phoque. Agit. Agit. Quand une mère parle pendant qu'elle est enceinte, les basses fréquences de ces mots viennent caresser la bouche et les mains de son bébé. On le sait parce que maintenant, on peut le rendre observable sans aucune difficulté. L'audition n'est pas seule à être activée chez le fœtus. D'autres sens se développent très tôt. Il y a beaucoup d'expériences qui sont faites sur le goût et l'odorat qui sont très liés. Et un fœtus indien va apprendre à aimer le curry. On sait quand une femme indienne accouche, puisque quand les sages-femmes arrivent dans la salle d'accouchement, le liquide sent le curry, donc ça sent le curry. Donc on sait que c'est un bébé indien qui arrive. Et donc le bébé indien qui a l'habitude de goûter à du liquide, qui sent les piments, le curry et tout ça, va éprouver beaucoup de plaisir à retrouver ces saveurs-là après, lorsqu'on va le lui en faire manger. Donc ça veut dire que déjà, dans les dernières semaines de la grossesse, le bébé est imprégné, c'est-à-dire que toute une partie de son cerveau est circuitée par les émotions de sa mère et par les conditions d'existence autour de sa mère. À partir de ces découvertes, certains tentent d'entrer en contact avec le fœtus. Franck Velmans développe l'aptonomie, une pratique qu'il définit comme un toucher affectif. Les fœtus ainsi stimulés répondent en s'approchant de la main qui les caresse. Hi Claire. Hello Claire. How are you? D'autres tentent même d'engager une forme primitive de dialogue avec leur futur bébé. Want to hear a bell? Push. Want to hear a bell? Here's a bell. Certains vont jusqu'à prendre de l'avance en l'initiant aux langues étrangères. Les seuls échecs que nous ayons eus sont les mamans qui ont abusé des séances d'écoute pendant la grossesse, en écoutant pendant 1 heure ou 2 et qui ont donné naissance à des enfants extrêmement nerveux. Ça se traduit, peut-être un peu trop naïvement, par plus on stimule les enfants, plus les connexions neuronales vont se développer, plus ils vont être intelligents. Des choses absurdes où on ne laisse pas ce pauvre fœtus tranquille. Cette découverte des perceptions intra-utérines conduit les chercheurs à s'interroger. Qu'éprouve le fœtus à l'heure de la naissance, ce passage si brutal vers le monde extérieur? Après l'accouchement sans douleur pour la mère, on s'attache à la mise au monde en douceur pour l'enfant. Le bébé doit-il fatalement entrer dans la vie en hurlant, s'interroge Frédéric Le Boyer, promoteur de la naissance sans violence. Le Boyer arrive, il dit on va l'accueillir doucement, on va fermer la lumière, on va mettre de la musique, on va non pas plus le prendre par les pieds et lui taper sur les fesses pour qu'il crie, on va l'accueillir tout doucement. Moyennant quoi, on va avoir un bébé qui va rentrer en douceur dans la vie et qui va donner un humain tranquille et sûr de lui. Dans cette recherche d'une naissance douce et harmonieuse, une nouveauté, l'accouchement en piscine. Cette immersion dans une eau tiède à température du corps de la mère évite au bébé l'expulsion brutale dans l'air froid. Aujourd'hui pourtant, ces méthodes sont en perte de vitesse. On s'aperçoit que ce qui est spectaculaire et assez dramatique pour les adultes qui assistent à un accouchement, peut-être n'est pas du tout vécu comme ça par le bébé lui-même quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est un peu surprenant, mais le rythme de l'électroencéphalogramme du bébé, par exemple, pendant l'accouchement, est un rythme de sommeil. C'est-à-dire que la crise et le drame et le spectaculaire, il est du côté des adultes. Mais c'est pas du tout sûr qu'il soit de la même manière du côté de l'enfant.
Contrairement aux apparences, cet enfant qui vient au monde ne ressemble à aucun autre. Votre bébé a déjà sa personnalité. C'est dans les années 80 le message du pédiatre américain Terry Brazelton. Il s'emploie à faire découvrir aux parents les compétences et la singularité de leur enfant. Il use d'un certain nombre d'évaluations connues sous le nom d'échelle de Brazelton. Brazelton, il aide les parents à percevoir les extraordinaires capacités de communication d'un bébé. Il personnifie ce bébé-là pour ces parents-là en montrant peut-être qu'il est particulièrement sensible au son ou particulièrement sensible au portage, ou etc. C'est leur bébé qui montre que le bébé est une personne, mais vraiment. Ce message, c'est aussi celui que tente de faire passer Françoise Dolto. Elle conseille d'user très tôt de la parole dans les relations avec son bébé, de ne pas séparer le registre du langage de celui du corps. Si on parle de lui, de ce qui lui est arrivé, de ce qui le concerne, avec le désir de lui communiquer le savoir que nous en avons, il l'entend. Il en a l'entendement. Comment, nous ne le savons pas, mais ça est signé tous les jours de l'apaisement des symptômes d'un enfant qui souffre de quelque chose qui lui est arrivé pendant l'accouchement ou après et qui ne lui a pas été expliqué et qu'il est en angoisse. Si on ne lui dit pas, ne lui explique pas ce que c'était, il conserve son angoisse. Si on le lui explique, l'angoisse disparaît. Elle dira que c'est en observant ses propres enfants qu'elle a pressenti qu'avant même d'avoir la parole, les nourrissons comprennent tout ce qui est important. Elle me connaît, hein. Ah oui, tu crois qu'elle te connaît? Le bébé, devenu une personne, en profite pour changer d'identité. Les professionnels se refusent à lui appliquer désormais le qualificatif vaguement péjoratif de nourrisson. Le nourrisson, c'est une vision très réductrice. C'est très centré sur la nourriture, nourrisson, c'est-à-dire sur les entrées alimentaires, les excrétions du bébé. On considère un enfant comme un individu très passif. Bref, dans les années 80, le bébé n'est plus un tube digestif. On ne cesse de multiplier les découvertes à son sujet. La recherche va confirmer les intuitions des psychanalystes, comme la théorie de l'attachement. Pour déclencher la voix de sa mère, ce bébé multiplie les succions, alors qu'il négligera la voix d'une inconnue qui a enregistré le même message. Aldo Naouri a participé à ces études. La recherche portait sur essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un tout petit, compte tenu du fait que les mères de tout le temps et du monde entier ont toujours su qu'il y avait un lien particulier entre elle et ce bébé. Et elle disait « il me reconnaît ». Alors, ou bien c'était un propos stupide, et on pensait que les mères étaient stupides, ou bien c'était un propos fondé scientifiquement. Et à ce moment-là, on cherchait quel était le fondement scientifique. Par exemple, on constate qu'un bébé suspend ses pleurs à l'audition des battements du cœur de sa mère. Des pleurs qui reprennent lorsqu'on interrompt l'enregistrement. Tous les sens sont mis à contribution pour renforcer ce lien entre la mère et l'enfant. L'audition comme l'odorat. C'est ce que démontre le chercheur Hubert Montagnier. Hubert Montagnier, il prend tout simplement des cotons hydrophiles et demande à la mère de les porter sous les aisselles ou dans le soutien-gorge pendant 48 heures. Ensuite, il met le bébé en contact avec des échantillons portés par une autre mère. On constate que le bébé est agité, inquiet. Lorsque le chercheur le met en présence de l'odeur de sa mère, l'enfant s'apaise. Donc il a rendu observable et manipulable expérimentalement, sans ouvrir un seul enfant, que le milieu sensoriel participe à la structure et à l'apprentissage, au développement des comportements du bébé. Existe-t-il un attachement réciproque de la mère
vers son enfant cette fois. Passe-t-il lui aussi par le truchement d'hormones, de neurotransmetteurs, s'interroge Hubert Montagnier. Il se livre alors à l'expérience suivante. Il fait respirer des linges imprégnés de l'odeur de 3 bébés à une jeune mère. Elle n'éprouve aucune difficulté à retrouver celui qui a été porté par son enfant. Moi, je crois bien. Ça sent mon bébé. Ça sent vraiment, ça sent mon bébé. Numéro 1. La même jeune femme n'aura pas davantage de difficulté à identifier son enfant parmi les 5 bébés dont on lui a fait entendre les pleurs. Ben, je pense que c'est le numéro 4. Oui, vous avez tout à fait raison. Des expériences qui démontrent scientifiquement et pour la première fois l'existence d'une dimension biologique dans le lien qui se tisse entre la mère et son bébé. Dans le courant des années 60, Victor, l'arrière-grand-père de Tiphaine, l'officier de cavalerie, marie un à un ses 7 enfants. Il a bientôt 70 ans et ses petits-enfants reçoivent des soins et une éducation qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il a connu dans sa jeunesse. Leurs parents sont moins distants, le temps des fessées s'éloigne. On ne contraint plus les enfants, même en matière de nourriture. Ces conseils donnés par les actualités de l'époque en témoignent. Il convient avant tout de ne pas brusquer un enfant qui n'a pas faim. Et il est ridicule d'exiger d'eux qu'ils aient automatiquement faim aux heures prévues pour leur repas. Il est inutile et inefficace de vouloir l'obliger à manger lorsqu'il n'en a pas envie. Il faut offrir la nourriture à un enfant et non la lui imposer. En heurtant un enfant, en se gendarmant contre lui, on peut provoquer chez lui une attitude d'opposition qui peut influer sur son comportement. Le psychisme de l'enfant commence enfin à être pris en compte par l'adulte. Sa courbe de poids, obsession des temps hygiénistes, vient de s'effacer au profit de son équilibre. Je fais partie de cette race de médecins qui sont arrivés avec en face à eux des parents dont la demande était « aidez-nous à faire que nos enfants ne meurent pas et qu'ils restent dans la meilleure santé possible ». Jusqu'aux années 60, on disait « soigner le corps de mon enfant ». Pour qu'il puisse travailler, aller à l'usine et pour que ma fille puisse mettre au monde le plus d'enfants possible, des enfants sains. À la fin de ma carrière, et c'est bien entendu, le virage s'est fait au cours de cette carrière, la demande n'était plus du tout la même. La demande était « aidez-nous à faire de notre enfant un adulte de qualité ». La psychanalyse venait de faire son entrée dans le cabinet du pédiatre. Françoise Dolto, bonjour. Bonjour. Ce que je vous propose aujourd'hui de faire, c'est d'aborder un thème. Françoise Dolto devient la figure emblématique de cette évolution. Chaque jour, à partir de 1976, elle répond à la radio aux questions des parents sur un mode concret, simple, pratique. Chantal, la grand-mère de Tiphaine, était une fidèle de ces émissions. J'écoutais tout le temps Françoise Dolto. Bon, mais ma Bible, si on peut dire, c'était Françoise Dolto. Les parents sont inquiets de leurs enfants. Ils sont inquiets. De quoi êtes-vous inquiet? Ah, ben, il est enfermé. Dolto répète aux parents que l'enfant n'est pas un petit être à dresser, que c'est une personnalité à épanouir. Elle insiste sur l'importance du jeu, de la liberté, de l'imagination. Pour elle, aucune question n'est taboue. Pouvez-vous nous parler de ce que peut représenter pour des parents la présence d'un enfant mongolien dans la famille? Diriez-vous à un enfant qu'il va mourir s'il manifeste bien entendu le désir de le savoir? C'est très important, Isabelle, ce que tu as vécu là, parce que c'est comme si ta maman t'avait dit, tu vois, les filles, eh bien, ça doit faire attention quand ça va avec les messieurs. Faut pas toujours avoir des enfants. Dolto est dépassée par le succès. Elle reçoit des montagnes de courriers qui ne peuvent être traités à l'antenne, mais qu'il n'est pas question de laisser en souffrance. C'est sa fille, Catherine, qui préparait son émission. Maman dictait des lettres de réponse tout le temps. C'était un énorme travail. Et d'ailleurs, ça n'a pas toujours été facile avec les gens de France Inter, parce que ça faisait beaucoup de frais de secrétariat, et qu'ils nous disaient, ne répondez pas. Et nous, on disait, mais non, nous, on est des thérapeutes. Si on ouvre un espace
pour que les gens confient leurs difficultés. On ne peut pas les laisser dans le vide parce qu'ils n'ont pas été utilisés dans l'émission. C'était impossible éthiquement pour nous. L'arrivée d'un nouveau-né dans la famille est l'un des sujets de préoccupation récurrents dans le courrier que reçoit Françoise Dolto. Ce bonheur pour les parents déclenche parfois une souffrance secrète pour les autres petits. On va lui faire, allez, fais le petit bisou. On va lui faire des bisous. Allez, Alena. On lui a fait un peu en plus. Tu peux toucher. Quand un enfant voit arriver un nouveau-né à la maison, c'est toujours pour lui une tragédie. Pourquoi? Parce qu'il imagine que l'amour et la place qu'il va être divisée par deux. Il a toujours vu ses parents admiratifs devant ses progrès, devant tout ce qui grandit. Et tout d'un coup, alors déjà, il y en a un autre qui débarque sur sa planète, c'est pas forcément terrible, mais en plus, il voit toute la famille s'esbaudir devant un truc qui est une image régressive de lui-même. Cette espèce de machin là qui est bon à rien, qui fait rien, moi on m'a toujours dit « Ah, c'est bien, tu marches, ah, c'est bien, tu manges avec ta cuillère et tout ». Et alors voilà, tout d'un coup, on m'abandonne et on regarde ce petit truc là qui est bon à rien. Donc il est vraiment perdu, l'enfant. Non, le lèche pas. Léna a dans un premier temps pensé que son petit frère était un visiteur de passage dans sa maison. Comprenant son erreur, après quelques semaines, elle s'est mise à réclamer un biberon chaque fois que sa mère nourrissait Julien. Dolto explique que cette forme de jalousie est un sentiment naturel. Pas de jugement moral, c'est une étape normale dans la construction de l'enfant. Elle conseille simplement aux parents de valoriser l'aîné par rapport au bébé. Et Dolto disait très joliment, quand on a bien dit comme ça, oh là là, alors ce bébé qui est bon à rien, qu'est-ce que j'en ai marre, l'enfant finit par prendre sa défense en disant mais non, il est très bien, parce que du coup il a repris sa place. Il attrape avec ses Attends, elle va tomber. 10 secondes. À la fin des années 70, Françoise Dolto concrétise enfin une idée qui lui tient depuis longtemps à cœur, en créant les maisons vertes. Une forme originale de garderie où, sous le regard d'un psychanalyste, on accueille les petits avec leurs parents. Les enfants apprennent à partager les jeux des autres, tandis que leurs parents peuvent avoir recours au conseil du spécialiste. Alors, quand les mamans embrassent beaucoup les enfants, ça les fait des mordeurs. Ça les fait des mordeurs. Ah oui, obligé. Pourtant, je l'embrasse énormément. C'est ce que je vous dis. Oui. Les mamans qui embrassent, ça fait des mordeurs. Mais il faut surtout jamais la gronder, jamais. Il faut lui dire que ce qu'il y a que tu ne peux pas dire et que tu voudrais tellement manger les gens tellement tu les aimes. Et ta sœur, elle te trouve appétissante, alors elle voudrait te manger. Mais toi, tu n'aimes pas être mangé par ta sœur. Hein, tu n'es pas une pomme. Après 1968, la famille a évolué. On souhaite désormais développer l'autonomie de l'enfant. Certains se tournent vers les éducations alternatives. Au cercle familial, ils préfèrent la vie en collectivité. Les premières crèches sauvages, autogérées par les parents, étaient apparues à la Sorbonne en mai 68. Leur principe s'étend. Les crèches traditionnelles, justement, sont trop traditionnelles. Je pense qu'on ne laisse pas suffisamment la possibilité aux enfants de créer des choses par eux-mêmes. C'est un encadrement qui est imposé, c'est une façon de vivre et de faire qu'on impose à des enfants et on ne leur laisse pas le choix du tout. Et j'estime que l'autogestion, ça ne s'apprend pas à 20 ans, mais ça s'apprend tout petit. Aux États-Unis, le pédiatre et psychiatre Benjamin Spock prêche depuis longtemps cette autonomie de l'enfant. Il est devenu le chef de file de ce qu'on appelle l'éducation permissive. L'Amérique a largement exporté, et avec son plan Marshall, elle a fabriqué le bon docteur Spock, qui a influencé non seulement la France, mais toute l'Europe, avec ce grand laxisme. De crainte de voir l'enfant complexé par les interdits et traumatisé par les sanctions, les parents renoncent à l'autorité. Ils se mettent à l'écoute des petits, qui choisissent leur menu, décident eux-mêmes de l'heure de leur repas ou de celle d'aller sur le pot. Spock a joué un rôle majeur, la psychanalyse américaine a joué un rôle majeur. Je pense que les féministes ont joué aussi un rôle en disant qu'il fallait ne pas contraindre un enfant.
Dans les années 60, l'univers de l'enfant roi était très fortement présent aux États-Unis. J'avais assisté comme ça à une scène où on ne pouvait pas passer à table sans que l'enfant ait fini ses activités, ses peintures. Il arrivait les mains pleines de peinture, il choisissait dans les assiettes le morceau qu'il voulait. En plein milieu de repas, on partait parce qu'il avait demandé la balade. Les parents justifiaient une éducation pour le bien-être de l'enfant. On ne va pas frustrer et on ne va pas traumatiser. Et on va donc céder aux caprices de l'enfant et se laisser guider par lui. Et à ce moment-là, on a supprimé ce dont l'enfant a absolument besoin, c'est-à-dire des parapets, c'est-à-dire des limites. Cette façon de voir gagne l'Europe. Elle convertit la famille à de nouveaux rapports parents-enfants. Ce que je voulais, c'était que, justement, les enfants n'aient pas peur. Quelquefois, je vois Fanfan qui cache quelque chose. Je dis, mais Fanfan, ne cache pas, puisque tu sais que tu ne seras pas grondé. Fanfan est très gourmand. Il cache quelquefois un bonbon. Je lui dis, mais pourquoi tu caches ton bonbon? Puisque tu sais qu'on ne te grondera pas. Tu veux pas aller à l'école ce matin? Non, je suis pas bien, de toute façon il est trop tard. Si je veux que mes enfants n'agressent pas les autres plus tard, il est nécessaire que cette agressivité sorte. Et au fond, le moment le moins dangereux, c'est lorsqu'ils peuvent agresser leurs parents. Cette forme d'éducation, mise en œuvre au pied de la lettre et sans nuance, va conduire beaucoup de parents à abdiquer leur autorité, alors que dans le même temps, le marché exerce une influence grandissante sur l'enfant. Bon, Cédric, on y va. Du pain, 50 €. Dès les années 70, la société de consommation propose une foule d'objets de convoitise que les parents s'entendent réclamer au nom du principe « si tu m'aimes, tu achètes ». De toute façon, ils repèrent toujours quelque chose qui leur plaît. Ça, que ce soit à la boulangerie, de toute façon, il y a les bonbons au niveau de leur nez, donc forcément, ils veulent un bonbon. Je vais dans un magasin, ils repèrent des gâteaux en dinosaures, forcément, ils veulent les gâteaux en dinosaures. Donc, il y a toujours quelque chose qui attire et ils essaient toujours de demander. Dans une société de consommation où il ne faut rien refuser à l'enfant, à force de rien ne lui refuser, je ne vois pas comment il peut comprendre qu'effectivement, il y a des choses qu'on refuse et d'autres pas. Et l'esprit de consommation a fait dériver le message des sociétés d'abondance qui est « vous pouvez tout avoir » par « vous avez droit à tout ». L'enfant à qui tout est permis devient celui à qui tout doit être offert. La publicité confirme, non sans humour, qu'une de ses cibles favorites est devenue cet enfant roi qu'elle a contribué à créer. De nouveaux pères ont eux aussi vu le jour avec l'émancipation de la femme et l'évolution de la famille. Attention, j'enlève. L'idée que des hommes puissent prendre soin de bébés avait longtemps été sujet d'ironie. C'est quand ils grandissent, après ça me dérange. Ce n'était pas encore entré dans les mœurs du temps de Bernard, le grand-père de Julien. Ne laisse pas tomber. Parfois il est stressé, je te dis pas. Je vous l'ai dit qu'il n'était pas habitué. J'ai jamais culpabilisé le fait que je l'ai pas longé, que je lui ai pas donné de biberon. Je ne me souviens pas, sauf peut-être quelques exceptions, mais m'être préoccupé des biberons, langes, repas, etc. Moi, personnellement, je ne me suis jamais occupé de mes enfants. Les maris, en ce temps-là, ils ne s'occupaient pas tellement de leurs enfants. Hein. S'il l'a changé une ou deux fois, je ne suis même pas sûre encore qu'il l'ait changé une ou deux fois. Hein. La société a évolué. Les femmes s'éloignent des biberons, les pères découvrent le plaisir de la relation avec le jeune enfant. Pourtant, s'il est capable de développer une relation affective profonde, le père n'est pas interchangeable avec la mère. Par exemple, il ne donne pas le bain de la même manière. Un bébé toiletté par une femme, lorsque sa mère arrive, il la reconnaît dès le 2e mois, il sourit et il offre son petit corps. Parce qu'il est content, ça va être un événement agréable. Lorsque son père, qui l'a toiletté, arrive, le bébé reconnaît son père, il sourit et il se crispe parce qu'il anticipe ce visage-là. C'est occupé de moi, on a rigolé, mais il faut se contracter un peu. Et puisque c'est ce visage-là qui va interagir avec moi,
à la fin de la toilette, il va encore me faire des trucs comme ça. Donc ça veut dire que le bébé est capable de décontextualiser une information bien avant la parole. D'ailleurs là, comment on pourrait dire, l'utopie des nouveaux pères trouve une butée. C'est-à-dire que peut-être que pour un nouveau père, il a l'impression qu'il est interchangeable et équivalent avec une ancienne mère, mais le bébé ne s'y trompe pas. Titouan et Mathurin découvrent un papa qui a leur âge sur ces images de vacances. Antoine a grandi sous l'objectif de la caméra familiale. Titouan trouve que son père lui ressemble beaucoup. Mathurin qu'il était un peu casse-cou. Mais ces films sont aussi le reflet de l'évolution de la vie en famille dans les années 70. Les mères s'émancipent, les pères se mettent à l'écoute des petits. Les parents descendent de leur piédestal et laissent souffler un vent de liberté sur les enfants. Néanmoins, tous ne s'aventurent pas aussi loin dans cette politique d'ouverture. Antoine et Soisic, les parents de Tiphaine, ont reçu une éducation différente. Mes parents, je trouve qu'ils n'ont peut-être pas été assez sévères avec nous. Je trouve qu'Antoine, il est peut-être plus respectueux de ses parents. Je trouve que parfois, il faut savoir avoir des limites. Donc, et je pense que nous, nos parents, c'est peut-être la seule chose sur laquelle ils n'ont peut-être pas été assez sévères, c'est apprendre quand même certaines limites. Allez, Matou! Une certaine éducation permissive des années 70 est aujourd'hui fréquemment remise en question par ceux-là même qui l'ont reçue. La notion d'épanouissement de l'enfant est revue et même corrigée par la nouvelle génération. On le constate dans les cabinets des spécialistes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une majorité des consultations d'enfants qui ne sont pas du tout dues, comme autrefois, moi il y a très longtemps je travaille, ça ne me rajeunit pas mais c'est vrai, mais il y a une masse de consultations d'enfants qui sont simplement en panne parce qu'ils n'ont pas les repères éducatifs qu'il faut, ils n'ont pas les limites qu'il faut. Il ne veut pas dormir, il ne veut pas venir à table, il ne veut pas que je le baigne, il veut pas... C'est toujours cette phase d'opposition qui est naturelle entre 1 et 3 ans qui se poursuit indéfiniment. Comment poser des limites au quotidien sans aller à l'encontre de l'épanouissement de ses enfants? Pourquoi tant de culpabilité de la part des parents lorsqu'il s'agit d'exiger ou d'interdire? Ce soir-là, Mathurin, le plus jeune des frères de Tiphaine, a décidé, pour une raison qui restera mystérieuse, de ne pas dîner à sa place habituelle, en face de son frère, mais à côté. Non, non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu arrêtes. Bon, et ben, j'enlève le repas. Rapport de force, il tente d'imposer sa volonté à maman. Attends, Mathurin, tu arrêtes. Attention, hein, je me fâche. Et tu me m'excites. Mathurin, je retire ton repas. C'est ce que tu veux? Ah, maintenant c'est pour toi. Hop, on va manger. On se demande toujours est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est pas bien. Voilà, me mets ici. Comme ça. Et voilà. En plus, quand on a 2 petits garçons vifs, c'est dur parce que parfois, on ne peut pas toujours être dur, on peut pas toujours, on ne sait pas s'il faut donner des fessées, s'il faut crier, pas crier, être ferme, pas être ferme. Et des fois, on est fatigué aussi. On peut pas toujours, on n'a pas toujours la patience en plus d'être calme, d'expliquer. Donc parfois, on peut être aussi, bon, allez, stop, ça suffit. Maintenant, c'est comme ça et terminé. Mais on n'y arrive pas toujours. Hop, hop. Allez. Tu descends. J'essaie quand même de me poser des questions et de faire au mieux, mais bon, c'est pas toujours gagné, quoi. Les parents sont assez peu avec leurs enfants de nos jours. Ils ont des horaires de travail incroyables. Il faut qu'ils se dépêchent en rentrant d'assurer toutes sortes de choses, l'intendance. Ils ont peu de temps à passer avec leurs enfants. Et souvent, le temps qu'ils passent avec leurs enfants, ils n'ont pas envie de faire les pères fouettards. Mais mettre une limite, pour eux, c'est assimiler à faire le père fouettard. C'est pas assimilé comme étant un bon parent. Si tu écris par terre... Les approches les plus récentes montrent que cet enseignement des limites devrait commencer très tôt, dès les premières années de la vie, si on veut éviter que l'enfant roi ne tourne à l'enfant tyran. T'as une table et c'est pas pour écrire par terre.
Qu'est-ce que c'est que éduquer? C'est conférer à un nouveau-né en train de grandir la conviction qu'il n'est pas le centre du monde et que l'autre existe. Il y a des interdits préverbaux. Tout enfant dans les bras de sa mère met les doigts dans la bouche. On rigole, on lui fait un bisou. Met les doigts dans le nez. On rigole, on lui fait un bisou. Met les doigts dans les yeux. Un interdit préverbal a été annoncé. Tous les enfants baissent la tête, mettent les mains derrière le corps, comprennent cet interdit préverbal. Pourquoi est-ce que les parents d'aujourd'hui ont du mal à se montrer autoritaires et à éduquer leurs enfants? Je crois que c'est parce que ça oblige les parents à sortir d'une relation où on est gratifié immédiatement du sentiment d'amour. L'amour parental, ça ne peut pas se réduire au sentiment. Tu te calmes, je suis au téléphone, tu commences à m'agacer. Tu attends, je suis au téléphone. Tu attends, je suis au téléphone. Tu l'auras après. L'enfant, c'est le seul objet d'amour que nous ayons en tant qu'être humain, dont il va falloir que nous nous séparions. Grandir, c'est se séparer de plus en plus. L'enfant se sépare de plus en plus de ses parents et les parents doivent accepter de plus en plus de se séparer de lui. Certaines mères cherchent inconsciemment à s'épargner ce déchirement. Elles vont se dire simplement, et à leur insu bien entendu, quand il était en moi, tout allait bien. Je vais donc construire autour de lui un utérus virtuel, extensible à l'infini, n'est-ce pas, de manière à le satisfaire à tout point de vue. Donc maintenant, on a des nourrissons géants, âgés de 30 ans, qui ont du mal à prendre leur place dans la société et qui ne sont pas heureux. Jamais autant qu'aujourd'hui, les parents n'ont été préoccupés par l'éducation. Au moindre écueil, c'est un réflexe, presque une preuve d'amour. On fait appel au psy. Quand des parents viennent et me demandent s'il vaut mieux que les enfants se couchent à 7h30 ou à 8h ou à 8h30, c'est une question en soi qui n'a pas de sens. Ça fait exactement ce que je pense être dangereux, qui est de demander à un spécialiste quelque chose qui n'est pas du domaine du spécialiste. Le contresens des parents, c'est de croire que les psys vont donner des recettes éducatives. Dans ce registre très particulier de la relation à l'enfant, on a tout en soi. C'est-à-dire qu'en tant que parent, on est parfaitement capable de juger de façon autonome sans avoir à se référer à qui que ce soit. Et encore plus quand on est deux. Au cours des 50 dernières années, la psychologie, les psychanalystes se sont installés dans le quotidien de nombreux parents. Catherine Dolto avait interrogé sa mère sur cette évolution. Il y a eu une espèce d'apogée de la psychanalyse d'enfants, et puis il y a même eu du trop. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants qui ne demandaient rien se sont retrouvés aux mains des psys. Oui, et alors, comme des objets qu'on amenait au psy, au lieu de faire ce travail de savoir s'ils le désiraient, pour des raisons personnelles à eux qui n'étaient pas les mêmes que celles de leurs parents. Tu te sens un peu responsable de ça? De cette espèce de banalisation? Tu crois que je le suis? Je sais pas, je me demande. Peut-être. Mais en même temps, si c'est une banalisation peut-être, mais en même temps, il y a eu un éveil à une éducation beaucoup plus sensée des nourrissons et un changement d'attitude des pédiatres avec les petits et les enfants malades. Le regard des professionnels sur le bébé a évolué tout au long du siècle. Voilà, tu m'en veux pas trop. Au revoir, petite Tiffaine. L'enfant a gagné le respect dû à sa personne, il est désormais un être à part entière. Quant à ses parents, ils ont compris que l'éducation d'un enfant ne sera jamais une science exacte. D'autant qu'ils doivent le préparer à affronter un monde dont nul ne sait encore ce qu'il sera.